En entendant des cris à l'étage, il se cache dans l'armoire et voit la mariée humilier sa propre mère, traitant le mariage comme une simple transaction sociale. Quand il tente de sortir, la domestique l'arrête d'un geste silencieux, comme pour dire « pas encore ». À cet instant, il comprend qui se tenait vraiment du côté de la vérité et qui s'était toujours caché derrière un masque dans sa propre maison. L'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle avec une légère secousse. Hélène Dubois ajusta sa ceinture de sécurité et prit une profonde inspiration. 5 années passées à Londres avaient transformé Lyon en un souvenir lointain, presque comme un rêve d'une autre vie. À travers le hublot, le ciel gris et le paysage urbain terne semblaient lui souhaiter la bienvenue de la manière la plus lyonnaise possible. « Mademoiselle, nous pouvons déjà débarquer », dit l'hôtesse de l'air, touchant délicatement son épaule. Hélène réalisa qu'elle était la dernière passagère à bord. Elle était paralysée, non par la fatigue du voyage, mais par le poids de ce que signifiait son retour. À chaque pas vers le hall, elle sentait son cœur s'accélérer. La France représentait tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. La famille Dubois, l'empire commercial bâti par son père, les scandales étouffés, les blessures émotionnelles jamais cicatrisées. Déjà dans le terminal d'arrivée, elle aperçut le chauffeur tenant une pancarte avec son nom. La silhouette de Sébastien, employé de la famille depuis plus de 20 ans, était un rappel que certaines choses ne changeaient jamais. « Madame Hélène, quel plaisir de vous revoir !» s'exclama Sébastien, prenant sa valise. « Merci, Sébastien. Comment vont les choses ?»« Tout comme d'habitude, Madame Hélène. Quelques changements ici et là, mais l'essence reste la même. » Sur le chemin de la demeure des Dubois, dans le quartier de la Tête d'Or, Hélène observait la ville à travers les fenêtres de la voiture. Lyon avait changé. De nouveaux immeubles, de nouvelles avenues, mais conservait cette intensité chaotique qu'il avait toujours définie. À la radio, un reportage économique parlait de Dubois Agroalimentaire SA, l'entreprise familiale, qui était devenue le plus grand exportateur de céréales du pays. Suite à l'acquisition de terres en Occitanie, Dubois Agroalimentaire a étendu sa zone de plantation de 40%, se consolidant comme leader du marché. La présidente Louise Dubois a déclaré dans une interview exclusive que les investissements en matière de durabilité « Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît ?» demanda Hélène. Sébastien obtempéra promptement. Le silence qui suivit fut rempli uniquement par le bruit du trafic lyonnais. La demeure des Dubois apparut, imposante, au bout de la rue arborée. Le portail électronique s'ouvrit, révélant le jardin méticuleusement entretenu et la construction de style néoclassique qui affichait la puissance financière de la famille depuis 3 générations. À l'entrée principale, Hélène vit une silhouette familière. Louise, sa sœur aînée, l'attendait les bras croisés et une expression mêlant anxiété et soulagement. Les deux se fixèrent un instant avant de s'embrasser avec la réserve typique de ceux qui partagent un passé complexe. « Bienvenue », dit Louise, sans pouvoir cacher son ton formel. « Le voyage s'est bien passé ?»« Oui », répondit Hélène, remarquant que sa sœur semblait plus âgée et fatiguée que ses 35 ans ne le suggéraient. « Où est papa ?»« Au bureau, en vidéoconférence avec des investisseurs chinois. Il a demandé à dîner avec toi plus tard. » Hélène se contenta d'acquiescer. Charles Dubois avait toujours été ainsi. Même le retour de sa fille, après des années d'absence, n'était pas suffisant pour interrompre ses affaires. Une figure discrète apparut dans le hall d'entrée. Madame Zélie, la gouvernante de la maison depuis plus de 3 décennies. Ses yeux sombres et perceptifs rencontrèrent ceux d'Hélène un bref instant. « Mademoiselle Hélène, que Dieu vous bénisse. Votre chambre est prête comme vous l'avez toujours aimée. » Hélène serra la dame dans ses bras avec une affection sincère. « Merci, Zélie. Vous n'avez pas changé du tout. »« Oh si, j'ai changé, je suis plus vieille et plus sage, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Et vous aussi, vous avez changé. Les yeux ne mentent pas. » Pendant que Sébastien portait ses valises à sa chambre, Hélène accompagna Louise jusqu'à la véranda qui donnait sur l'arrière de la propriété. Le vaste jardin, avec piscine et cours de tennis, restait impeccable. « Alors, maintenant vous êtes la présidente de l'entreprise », commenta Hélène se servant un verre d'eau. Louise ajusta son blazer impeccablement ajusté. « Quelqu'un devait prendre la relève après que tu aies décidé que Londres était plus important que tes responsabilités ici. » Ce n'était pas tout à fait ça, Louise.
Non, tu es simplement parti après cet incident. Tu as tout laissé derrière toi, y compris ta part dans l'entreprise. J'avais besoin de prendre du recul, tu sais pourquoi. Louise soupira, adoucissant son expression. Je sais, et je ne t'en blâme pas. Mais tu n'as aucune idée à quel point il a été difficile de maintenir tout en marche après après tout. Un bref coup à la porte interrompit la conversation. Madame Zélie entra avec un plateau de café. « Excusez-moi, Madame Louise, le chauffeur est arrivé. Il a dit que la réunion au bureau a été avancée d'1 heure. » « Merci, Zélie. Hélène, nous devrons continuer cette conversation plus tard. Aujourd'hui, nous avons une réunion importante avec le conseil d'administration. Papa participera à distance, mais je dois être là en personne. » « Bien sûr, vas-y. Je dois encore défaire mes valises et me reposer un peu. » Lorsque Louise sortit, Hélène resta seule avec la gouvernante. « Madame Zélie, comment vont vraiment les choses ici ?» La dame s'assit avec un soupir. « Ah, ma petite, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis votre départ. Madame Louise travaille sans relâche. Votre père est de plus en plus déterminé. L'entreprise a grandi, mais certaines choses ne changent jamais. Et qu'en est-il de cette situation avec la communauté riveraine en Bretagne? Ces terres que papa voulait ?» Madame Zélie regarda autour d'elle comme pour vérifier qu'elles étaient vraiment seules. Les familles ont été relogées. L'entreprise a construit un ensemble de logements pour elles, loin de la rivière. À la télévision, ils montrent à quel point cela a été bénéfique, comment elles ont maintenant des maisons en dur. Mais on dit que beaucoup sont tombés malades, sans la rivière, sans la pêche. Hélène acquiesça, ressentant le poids familier de la culpabilité qu'elle portait en faisant partie de cette famille. « Et Raphaël, vous savez quelque chose de lui ?» Madame Zélie sourit discrètement. « Je savais que vous alliez demander. Il est revenu de Berlin il y a 2 ans. Il travaille dans un cabinet d'avocats international en centre-ville. Il est fiancé à la fille du président Prado. » Hélène essaya de ne pas montrer à quel point cette information l'affectait. Raphaël Moreau avait été son premier amour avant qu'elle ne parte pour Londres. Maintenant, il était sur le point de se marier. « Il est préférable que vous vous reposiez, » continua Zélie en se levant. « Ce soir, votre père veut organiser un dîner de bienvenue. Des personnes importantes viennent. » Seule dans la chambre qu'elle avait gardée intacte toutes ces années, Hélène contempla la ville par la fenêtre. Le ciel de Lyon commençait à s'assombrir, et les premières lumières des immeubles s'allumaient comme des étoiles urbaines. Elle était revenue pour confronter le passé, pour résoudre des questions en suspens. Mais maintenant, face à la réalité de la demeure des Dubois, elle n'était pas sûre d'être préparée à ce qui allait arriver. Son téléphone vibra avec un message. C'était un numéro inconnu. « J'ai appris que tu étais de retour. Nous devons parler. C'est important. R. » Raphaël. Son cœur s'emballa. Avant qu'elle ne puisse répondre, un second message arriva. « Retrouve-moi demain à 10 heures au parc de la Tête d'Or près du musée d'art contemporain. Viens seule. » Hélène prit une profonde inspiration. Son retour à Lyon venait à peine de commencer, et le passé frappait déjà à sa porte, exigeant une confrontation. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue de votre vie. Le siège de Dubois Agroalimentaire occupait les 5 derniers étages d'un immeuble en verre dans le quartier de la Pardieu, cœur financier de Lyon. Hélène observa sa propre image reflétée dans les portes vitrées de l'entrée principale avant de passer le détecteur de métaux. Le nom de la famille scintillait en lettres dorées à la réception, tandis qu'un écran géant affichait des images de plantations verdoyantes, de travailleurs souriants et de projets sociaux parrainés par l'entreprise. « Mademoiselle Dubois, quelle agréable surprise !» s'exclama la réceptionniste. « Madame Louise n'a pas mentionné que vous viendriez aujourd'hui. »« C'est une visite imprévue, » répondit Hélène, notant comment son nom de famille ouvrait les portes. « Je veux faire un tour de l'entreprise, voir ce qui a changé. »« Bien sûr. Je vais vous préparer un badge visiteur. » Hélène parcourut les couloirs impeccables du 25e étage où se trouvait le département juridique. En 5 ans, l'entreprise avait considérablement grandi. De nouveaux visages, de nouvelles salles, une nouvelle décoration. La photo de son père, Charles Dubois, dominait toujours le hall principal,
l'image du patriarche impeccablement vêtu, avec son sourire confiant caractéristique qui cachait plus qu'il ne révélait. En tournant un couloir, Hélène faillit entrer en collision avec un jeune homme qui portait une pile de documents. « Excusez-moi », dit-il, équilibrant les papiers. Quand leurs yeux se rencontrèrent, elle remarqua une expression de reconnaissance. « Vous êtes Hélène Dubois, n'est-ce pas? La fille du fondateur qui vivait en Angleterre. »« Oui, c'est moi. Et vous êtes ?» ?»« André Laurent, avocat junior. Je suis entré dans l'entreprise il y a 6 mois. » Il tendit sa main libre. « C'est un plaisir de vous rencontrer, enfin. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« J'espère que tout n'est pas vrai, » répondit Hélène avec un sourire contenu. « Eh bien, on dit que vous avez tout abandonné pour vivre comme artiste à Londres, que vous avez eu une rupture dramatique avec votre famille, et que... » André s'arrêta, réalisant qu'il en disait trop. « Pardon. Ne vous inquiétez pas. Les rumeurs sont la seule chose plus abondante que l'argent dans cette entreprise. » Un silence gênant s'installa entre eux jusqu'à ce qu'André le brise. « Je travaille sur le dossier des terres dans l'Hérault. C'est un processus intéressant. »« Hérault? L'expansion en Occitanie ?»« Exactement. Un cas complexe impliquant des permis environnementaux et des communautés locales. » Hélène sentit une pointe d'intérêt. « Et comment est-ce géré ?» André regarda autour, de lui baissant légèrement la voix. « Officiellement, nous suivons tous les protocoles légaux, mais... » Il hésita. « Mais ? Rien ? Je devrais livrer ces documents pour révision. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Dubois. » André s'éloigna rapidement, laissant Hélène intriguée. Il y avait quelque chose chez ce jeune avocat, une inquiétude, une conscience inconfortable face à quelque chose qu'il avait vu ou découvert. Hélène continua son exploration jusqu'à arriver au bureau de Louise. La secrétaire informa que sa sœur était en réunion, mais Hélène insista pour attendre. Pendant qu'elle patientait, elle feuilleta quelques magazines sur l'agroalimentaire qui mettaient en avant Dubois comme exemple de s'entreprise verte et de entreprise familiale durable. L'ironie était palpable. Après 20 minutes, la porte du bureau s'ouvrit. Louise en sortit, accompagnée de 2 cadres à l'air sérieux. « Hélène, que fais-tu ici ?»« Je suis venue voir l'empire que tu commandes maintenant, » répondit-elle d'un ton plus léger qu'elle ne le ressentait. Louise congédia les cadres et invita sa sœur à entrer. Le bureau était impressionnant, spacieux, minimaliste, avec une vue panoramique sur la ville. Un mur entier affichait des prix et des certifications de responsabilité sociale et environnementale. « Belle collection », commenta Hélène, désignant les prix. « Ils ont coûté cher. » Louise ignora la provocation. « Pourquoi es-tu venue sans prévenir? Tu aurais pu organiser une visite formelle. Et manquer l'occasion de voir comment les choses fonctionnent vraiment. Les formalités ont toujours été excellentes pour cacher la vérité dans cette famille. » Louise s'assit derrière l'imposante table en verre. « Si tu es venue pour commencer une guerre, Hélène, je peux te garantir que je n'ai pas le temps pour ça. Nous sommes en pleine négociation importante. J'ai entendu parler de l'Hérault. Plus de terre, plus d'expansion, plus d'impact. Croissance durable, corrigea Louise. Nous avons des programmes de récupération environnementale, nous soutenons les communautés locales, nous suivons toutes les réglementations. Comme à Lorient, comme dans le cas des riverains en Bretagne. » Louise durcit son expression. « C'était il y a des années, Hélène. Les pratiques ont changé, j'ai changé. Et papa, a-t-il changé ?» Un silence pesant s'installa entre elles. Louise détourna le regard. « Tu sais comment, il est. Mais maintenant, c'est moi qui préside l'entreprise. Je prends les décisions finales. »« En es-tu sûre ?» Avant que Louise ne puisse répondre, son téléphone sonna. Elle décrocha avec une expression qui se transforma rapidement en inquiétude. « Je comprends. Je serai là dans 15 minutes. » Raccrochant, Louise commença à rassembler des documents. « J'ai une urgence. Nous en parlerons à la maison. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien qui doive t'inquiéter. Tu ne fais plus partie de cette entreprise, tu te souviens ?» Les mots frappèrent Hélène comme une gifle, mais elle garda son sang-froid. « Je suis toujours une Dubois. Ce qui affecte l'entreprise affecte notre nom, que je le veuille ou non. » Le lendemain matin, ponctuellement à 10 heures, Hélène marchait dans les allées du parc de la Tête d'Or. Le ciel était étonnamment bleu pour un matin lyonnais et le parc fourmillait d'activités,
coureurs, familles, touristes photographiant l'architecture moderniste. Près du musée d'art contemporain, elle aperçut une figure familière. Raphaël Moreau, plus mûr que dans ses souvenirs, mais toujours avec ce même air de sérieux mêlé de charme discret qu'il avait conquise des années auparavant. « Hélène », dit-il simplement quand elle s'approcha. « Raphaël ». Ils restèrent silencieux quelques secondes, absorbant la présence l'un de l'autre après tant d'années. « Tu es différente », commenta-t-il finalement. « Londres fait ça aux gens », répondit Hélène. « Et toi ? J'ai entendu dire que tu étais sur le point de te marier. » Raphaël sembla mal à l'aise. « Oui, avec Vanessa Prado, la fille du président. Pratique. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » rétorqua-t-il. « Ce n'était pas un arrangement de convenance, c'est arrivé naturellement. Comme tout ce qui implique les familles puissantes de Lyon, n'est-ce pas? Tout arrive naturellement. » Raphaël soupira. « Je ne t'ai pas appelé ici pour discuter de ma vie personnelle. Il s'agit de ton père, de ta famille, de l'entreprise. » Le ton sérieux alerta Hélène. « Qu'y a-t-il avec eux ?»« J'enquête sur une affaire. Officiellement, je travaille pour le cabinet Moreau & Associés, mais je collabore aussi avec un groupe spécial du ministère public qui enquête sur les crimes environnementaux et la corruption d'entreprise. » Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et Dubois est dans le collimateur. » Raphaël acquiesça. « Il y a des preuves de graves irrégularités dans les processus d'octroi de licences pour les terres en Occitanie. Documents falsifiés, études d'impact contrefaites, communautés autochtones réduites au silence par des menaces. Pourquoi me racontes-tu ça? Je suis une Dubois, tu te souviens? Parce que tu as toujours été différente. Parce que tu es partie exactement quand tu as réalisé que quelque chose n'allait pas dans cette entreprise. Et parce que... » Il hésita. « Parce que je te fais confiance. » Hélène sentit le poids de cette confiance. « Que veux-tu que je fasse? » « Rien pour l'instant. Garde juste les yeux et les oreilles ouverts. Si tu trouves quelque chose de pertinent, fais-le-moi savoir. Nous montons un dossier solide, mais nous avons besoin de preuves concrètes. Ma sœur affirme qu'elle a changé les pratiques de l'entreprise, que maintenant c'est différent. » Raphaël sourit avec scepticisme. « Louise peut avoir de bonnes intentions, mais ton père contrôle toujours tout en coulisses. Tu sais comment Charles Dubois opère. » Hélène savait. Son père avait toujours été un maître dans l'art de construire des apparences, de créer une façade de légalité pour des actions douteuses. Un manipulateur né qui savait exactement qui acheter, qui presser et qui éliminer de son chemin. « Je dois y aller, » dit Raphaël, consultant sa montre. « J'ai une réunion, mais nous resterons en contact. » Quand il se tourna pour partir, Hélène l'appela. « Raphaël, es-tu heureux? Avec elle, avec ta vie ?» Il s'arrêta un instant, sans se retourner complètement. « Parfois, les choix que nous faisons ne sont pas une question de bonheur, Hélène. Ils sont une question de survie. » En le regardant s'éloigner, Hélène sentit qu'elle était revenue non seulement à Lyon, mais dans un labyrinthe de mensonges, de pouvoirs et de secrets dont elle n'avait jamais vraiment réussi à s'échapper. La demeure des Prado, située dans le quartier exclusif de Collonges-au-Mont-d'Or, émanait de l'opulence par chaque détail architectural. Raphaël Moreau ajusta le nœud de sa cravate avant de sonner à la porte. Bien qu'il fréquentât cette maison depuis plus d'1 an, il ne s'y sentait toujours pas à l'aise. Peut-être était-ce l'architecture ostentatoire, ou peut-être était-ce le poids de ce que cette maison représentait. Son alliance avec l'une des familles les plus influentes de la magistrature lyonnaise. « Mon cher, tu es en retard », dit Vanessa Prado en ouvrant la porte, son visage parfait affichant un sourire calculé. « Papa est déjà au salon avec les invités. »« Désolé, j'ai eu une réunion qui s'est prolongée, » répondit Raphaël, l'embrassant brièvement. Il ne mentionna pas sa rencontre avec Hélène. Qui a besoin de travailler autant? Quand nous serons mariés, tu devrais envisager de rejoindre le cabinet de papa. Moins d'heures, plus de connexions importantes. Raphaël força un sourire. La proposition d'abandonner son travail d'enquête pour rejoindre le cabinet de son futur beau-père, spécialisé dans la défense des grandes entreprises, était fréquente. Dans le vaste salon, le président Marcos Prado discutait avec animation avec 2 hommes. Raphaël reconnut immédiatement l'un d'eux, Charles Dubois. Le patriarche de la famille Dubois restait impeccablement vêtu, avec cette aura de pouvoir qui l'entourait toujours.
L'autre homme était le ministre du Développement économique, figure constante dans les scandales de corruption, mais jamais officiellement condamné. « Ah, Raphaël !» s'exclama le président. « Nous parlions justement de l'avenir de l'agroalimentaire français. Charles nous racontait l'expansion de Dubois en Occitanie. » Raphaël salua tout le monde, particulièrement tendu en serrant la main de Charles. « J'ai appris que vous connaissiez ma fille, Hélène, » commenta Charles avec un sourire énigmatique. « Elle est revenue de Londres récemment. »« Oui, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, » répondit Raphaël, essayant de paraître décontracté. « Comment va-t-elle » ? Elle se réadapte. Hélène a toujours eu du mal à comprendre comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Londres a nourri ses idéaux. Le ministre rit. Les idéaux sont des luxes qui disparaissent quand on affronte la réalité économique. La conversation porta sur des sujets économiques et politiques, avec des insinuations sur les flexibilisations nécessaires des lois environnementales et du travail. Raphaël observait, recueillant mentalement des informations, notant comment il parlait ouvertement d'influencer des décisions qui devraient être techniques et impartiales. Après le dîner, tandis que Vanessa montrait aux invités la nouvelle collection d'art de la famille, Raphaël monta au premier étage pour utiliser la salle de bain. Dans le couloir, il entendit des voix altérées venant du bureau. Il reconnut immédiatement la voix de sa fiancée discutant avec quelqu'un. « Ne me donnez pas de leçons de morale, maman. Vous savez très bien pourquoi je l'épouse. » Raphaël se figea. La porte du bureau était entr'ouverte. « Vanessa, je dis juste que tu devrais faire plus attention à tes mots en public. Quelqu'un pourrait t'entendre et quoi? Découvrir que je ne suis pas amoureuse? Que c'est un arrangement de convenance pour nous tous? Le cabinet de papa a besoin de quelqu'un avec la réputation éthique de Raphaël pour redorer son image après ce scandale de l'année dernière, et il a besoin de nos connexions. » Raphaël sentit son estomac se nouer. Bien qu'il se doutât que Vanessa n'éprouvait pas pour lui les mêmes sentiments qu'elle prétendait, entendre la confirmation si crue était dévastateur. Instinctivement, il recula pour ne pas être découvert. Dans le mouvement, il heurta une porte entr'ouverte et, pour éviter d'être vu, entra rapidement. Il se retrouva dans un immense dressing adjacent au bureau d'où il pouvait encore entendre la conversation. Et en plus, il est tellement naïf. Il croit qu'il peut changer le système de l'intérieur, qu'il peut combattre la corruption par les voies légales, continua Vanessa avec dédain dans chaque mot. Pendant ce temps, nous utilisons ces enquêtes pour alerter nos clients. C'est comme ça que nous avons averti Charles Dubois de cette enquête en Occitanie. Raphaël eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. C'était donc ainsi que certaines de ces enquêtes avaient été frustrées. Vanessa accédait à ces informations et les transmettait à son père, qui les utilisait pour protéger des clients comme les Dubois. Alors qu'il essayait de digérer la trahison, il sentit une présence à ses côtés. Dans l'obscurité du dressing, il n'avait pas remarqué qu'il n'était pas seul. Une main toucha délicatement son bras, et il faillit crier de surprise. « Chut !» murmura une voix. C'était Juliette, la plus ancienne employée de la maison des Pradeaux. Ses yeux, sages et tristes, semblaient dire « Je sais ». Juliette fit un geste pour qu'il reste silencieux et désigna la porte. La conversation entre Vanessa et sa mère continuait. « Et franchement, maman, tu crois vraiment que je vais me contenter de la vie médiocre qu'il peut m'offrir? Raphaël a trop de principes pour vraiment prospérer dans ce monde, mais il sert nos desseins pour l'instant. Sois juste prudente, ma fille, au moins jusqu'au mariage. Ne t'inquiète pas, il est si aveuglément amoureux qu'il ne voit pas ce qui est devant lui. » Les voix commencèrent à s'éloigner, indiquant qu'elles sortaient du bureau. Juliette retint Raphaël fermement jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'elles étaient en partie, puis le guida hors du dressing par un chemin alternatif. Dans le couloir vide, Raphaël fit face à l'employé. « Pourquoi m'avez-vous aidé à me cacher ? » « Parce que vous êtes une bonne personne, monsieur Raphaël, et parce que vous n'êtes pas le premier à découvrir la vraie nature de la famille Prado de cette manière. » Raphaël ressentit un mélange de gratitude et de honte. « Depuis combien de temps savez-vous ? » « Je sais beaucoup de choses dans cette maison, docteur. Les employés savent toujours. » Juliette hésita. « Vous devriez partir maintenant. Dites que vous avez reçu un appel urgent du travail. » Le lendemain, Hélène prenait son café sur la véranda de la demeure Dubois lorsque Madame Zélie s'approcha avec une expression inquiète. « Madame Hélène, votre père veut vous voir dans son bureau. »« Si tôt, ce doit être... »
Important. Il a reçu un appel il y a peu. Il semblait agité. Le bureau de Charles Dubois était un sanctuaire de pouvoir. Panneaux de bois sombres, livres jamais lus, photos avec des politiciens et des hommes d'affaires influents. Le patriarche était debout, observant le jardin par la fenêtre quand Hélène entra. « Tu as rencontré Raphaël Moreau hier. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Hélène garda son sang-froid. « Oui, nous sommes de vieux amis. » Charles se retourna, ses yeux froids analysant sa fille. « Ami. C'est comme ça que tu appelles. Ça? Que voulait-il? » « Juste parler, papa. Nous retrouver après tant d'années. » « Hélène, ne me sous-estime pas. Je sais que Raphaël est impliqué dans une enquête contre notre entreprise, et je sais qu'il t'a cherché pour une raison. » « Comment peux-tu en être si sûr ?» Un sourire présomptueux apparut sur les lèvres de son père. « Dans cette ville, rien ne se passe sans que je le sache, surtout quand cela implique ma famille ou mes affaires. » Hélène sentit un frisson. « Que veux-tu de moi, alors ? » « Je veux savoir où se trouve ta loyauté. Tu es une Dubois. Même si tu as essayé de fuir cela ces dernières années, l'empire que j'ai construit sera le tien et celui de Louise un jour. » « Un empire construit sur quoi, papa ? Sur des communautés déplacées, sur des rivières contaminées, sur des juges achetés. » Charles ne broncha pas. « Construit sur le réalisme, Hélène. Le monde ne fonctionne pas avec de beaux idéaux. Il fonctionne avec le pouvoir et l'influence. Tout ce que j'ai fait, c'est pour garantir que cette famille soit toujours au sommet. Aux dépens de qui? Le progrès a toujours un prix. Quelqu'un paie, quelqu'un gagne. C'est ainsi que cela fonctionne depuis le début des temps. » Hélène sentit la vieille indignation bouillonner. C'était pour cela qu'elle était partie des années auparavant. L'incapacité de son père à voir l'impact humain et environnemental de ses actions. Pour Charles Dubois, tout se résumait à des chiffres dans des bilans financiers. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Hérault, papa? Quel genre de progrès y promouvez-vous? Charles plissa les yeux. Je vois que ton ami a déjà trop parlé. Fais attention, Hélène. Tu as choisi de quitter cette famille une fois. Maintenant que tu es revenue, tu dois décider de quel côté tu es. Je ne savais pas que je devais choisir mon camp au sein de ma propre famille. Il y a toujours des camps, ma fille. Toujours. Pendant ce temps, dans le modeste appartement qu'il gardait dans le quartier de la Croix-Rousse, Raphaël fixait le téléphone. Il devait appeler Vanessa, annuler le dîner de ce soir-là, gagner du temps pour digérer ce qu'il avait découvert. Mais avant, il y avait un autre appel plus urgent à faire. Les mains tremblantes, il composa un numéro. « Hélène, pouvons-nous nous revoir? Il s'est passé quelque chose que tu dois savoir. » « À propos de quoi? » « Sur la façon dont ton père semble toujours avoir un coup d'avance sur les enquêtes. J'ai découvert quelque chose hier qui change tout. » Le Café des Beaux-Arts, situé dans une rue arborée des pentes de la Croix-Rousse, était réputé pour sa discrétion et sa clientèle intellectualisée. Hélène choisit une table au fond, partiellement dissimulée par des plantes ornementales. À travers la fenêtre, elle observait la pluie fine qui tombait sur Lyon, créant un voile gris sur la ville. Raphaël arriva 20 minutes en retard, visiblement tendu. « Désolé pour le retard, » dit-il en s'asseyant. « J'ai dû m'assurer de ne pas être suivi. »« Suivi? C'est grave ?»« Plus que tu ne l'imagines. » Il baissa la voix. « J'ai découvert hier que Vanessa a accédé à des informations sur mes enquêtes et les a transmises à son père, qui à son tour alerte ses clients, y compris ta famille. » Hélène absorba l'information avec un mélange de choc et de confirmation d'anciennes suspicions. « Alors c'est comme ça que mon père semble toujours tout savoir avant que quoi que ce soit ne soit révélé. » « Exactement. Et il y a plus. » Raphaël hésita, clairement perturbé. « J'ai entendu Vanessa avouer que nos fiançailles ne sont qu'un arrangement de convenance. Le cabinet de son père avait besoin de quelqu'un avec ma réputation pour améliorer leur image après un scandale. Et en échange, tu gagnerais les connexions de la famille Prado, » compléta Hélène. Raphaël acquiesça, honteux. « J'ai été naïf. J'ai cru que je pouvais changer le système de l'intérieur en utilisant ces connexions pour faire ce qui est juste. Mais il ne faisait que m'utiliser. Que comptes-tu faire maintenant? » Continuer l'enquête, mais avec beaucoup plus de prudence, et il prit une profonde inspiration. Rompre avec Vanessa, évidemment. Hélène ressentit une vague de soulagement inattendu, qu'elle réprima immédiatement.
Ce n'était pas le moment pour des sentiments personnels. Mon père m'a confronté ce matin, révéla-t-elle. Il sait que nous nous sommes rencontrés hier. Il a des sources, partout. Qu'a-t-il dit? Il a voulu savoir où se trouvait ma loyauté, comme si je devais choisir entre la vérité et ma famille. Raphaël toucha légèrement la main d'Hélène. C'est peut-être exactement ce que nous devons tous faire à un moment donné, choisir entre le confort et la vérité. Le toucher, bref et chargé de souvenirs, envoya une chaleur familière dans le bras d'Hélène. Elle retira doucement sa main. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », continua Raphaël. « J'ai rencontré un jeune avocat qui travaille chez Dubois Agroalimentaire, André Laurent. Il m'a contacté parce qu'il a trouvé des irrégularités dans les documents d'Occitanie. J'ai rencontré André il y a quelques jours au siège de l'entreprise, dit Hélène, surprise. Il semblait mal à l'aise quand j'ai mentionné l'héros. André a découvert que les études d'impact environnemental présentées par Dubois ont été falsifiées. Les zones de préservation permanente ont été redessinées sur les cartes pour permettre une plus grande exploitation agricole. Et il y a des indices que des communautés autochtones non officiellement cataloguées ont été simplement ignorées dans les rapports. Hélène sentit un nœud à l'estomac. « Et Louise, ma sœur a signé ces documents. » Raphaël hésita. Selon André, Louise a probablement été trompée. Les documents originaux et les documents falsifiés sont presque identiques. Les altérations sont subtiles, des détails techniques que seuls des spécialistes remarqueraient. Qui a fait les altérations, alors? Tout indique que c'est René Valois, le directeur juridique, suivant les ordres directs de ton père. Hélène se frotta les tempes, essayant de traiter toutes les informations. Nous avons besoin de preuves concrètes, Raphaël. Les suppositions ne suffisent pas pour confronter mon père. André y travaille. Il a accès aux documents originaux et aux versions modifiées. Le problème est d'extraire ces informations sans éveiller les soupçons. « Je peux aider », dit Hélène, décidée. « En tant que fille du propriétaire, je peux accéder à des zones et des documents sans attirer trop l'attention. » Raphaël semblait inquiet. « C'est risqué, Hélène. Si ton père se méfie, il se méfie déjà. Mais je ne crois pas qu'il ferait quelque chose contre sa propre fille. » Le regard de Raphaël disait qu'il ne partageait pas cette certitude. Cette nuit-là, la demeure Dubois était illuminée et animée. Charles avait organisé un dîner pour recevoir de potentiels investisseurs chinois intéressés par le financement de l'expansion de l'entreprise en Occitanie. La crème du monde des affaires lyonnais et d'importantes figures politiques circulaient dans les salons, dans une démonstration de pouvoir et d'influence si caractéristique des Dubois. Hélène observait tout du haut de l'escalier. Élégamment vêtue, mais sans les excès ostentatoires qui caractérisaient les autres femmes présentes, elle se sentait étrangère dans sa propre maison. Elle identifia des politiciens mentionnés dans des scandales de corruption, des hommes d'affaires connus pour des pratiques contraires à l'éthique et des juges aux décisions controversées favorables aux grandes entreprises. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix de Louise résonna à ses côtés. Papa sait comment réunir les bonnes personnes. Si par bonnes tu entends achetable, oui, répondit Hélène. Louise soupira. Tu vois toujours le monde en noir et blanc, Hélène. Les affaires ne fonctionnent pas comme ça. L'éthique devrait être non négociable, quel que soit le secteur. Facile à dire quand on peint à Londres, loin des pressions de maintenir des milliers d'emplois et une entreprise milliardaire en fonctionnement. Hélène fit face à sa sœur. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Louise? Tu te souviens quand nous défendions les mêmes causes? Quand toi-même tu critiquais certaines pratiques de papa? Un éclair de vulnérabilité passa dans les yeux de Louise. J'ai grandi, Hélène. J'ai compris comment le monde fonctionne vraiment. Où tu t'es rendue à lui? Avant que la discussion ne continue, Charles apparut, impeccablement vêtu d'un costume italien avec son charisme habituel. Mes filles, les investisseurs chinois sont arrivés. Venez, je veux vous les présenter. Le dîner se déroula au milieu de conversations sur l'expansion agricole, les marchés internationaux et les flexibilisations réglementaires nécessaires. Hélène observait comment son père manipulait la conversation avec maestria, présentant Dubois Agroalimentaire comme un modèle d'entreprise durable et éthiquement responsable. Au milieu du dessert, Charles se leva pour porter un toast. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Dubois. Avec l'investissement de nos partenaires chinois, nous allons étendre notre production en Occitanie de 50% au cours des 3 prochaines années,
consolidant ainsi notre position de plus grand exportateur de céréales d'Amérique à latine. Des applaudissements enthousiastes emplirent la salle. Charles continua. Bientôt, nous signerons l'accord final qui permettra le développement durable de plus de 100 000 hectares dans la région, générant des emplois et du développement pour la France, toujours dans le respect de l'environnement et des communautés locales. Hélène remarqua le regard de satisfaction sur les visages des politiciens présents. Plus de terre, plus d'argent, plus de pouvoir. Le cycle continuait. Après le toast, tandis que les invités se dispersaient dans le salon, Hélène remarqua la présence silencieuse de Madame Zélie, observant tout depuis un coin. La gouvernante avait un regard inquiet, différent de sa discrétion habituelle. « Zélie, tout va bien ?» demanda Hélène, s'approchant. La dame regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les écoutait. « Madame Hélène, il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est à propos de la réunion du conseil d'administration qui a eu lieu hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre père et monsieur René Valois ont discuté d'un document. Quelque chose à propos de terres autochtones dans l'Hérault qui ne figurerait pas dans les rapports officiels. » Hélène sentit un frisson. C'était exactement ce que Raphaël avait mentionné. « Comment savez-vous cela, Zélie? Je servais du café dans la pièce adjacente. La porte était entr'ouverte et ils n'ont pas remarqué ma présence. Qu'avez-vous entendu d'autre? Votre père a mentionné que la signature de l'accord devait avoir lieu avant que certaines informations ne soient révélées. Et il a dit que Madame Louise ne devait pas être au courant de certains ajustements dans les documents. Cela confirmait les soupçons de Raphaël. Louise était tenue dans l'ignorance de certaines actions douteuses. À ce moment-là, une alarme stridente retentit dans toute la demeure. Des lumières d'urgence commencèrent à clignoter et une voix automatisée annonça « Attention, fuite de gaz détectée. Veuillez vous diriger vers les sorties de secours de manière ordonnée. » Une panique instantanée s'empara des invités. Charles et les agents de sécurité tentaient d'organiser l'évacuation, tandis qu'Hélène observait la scène, confuse. Les demeures comme celle-ci utilisaient rarement du gaz de ville pour quoi que ce soit. Au milieu de la confusion, elle sentit Zélie lui tirer le bras. « Venez avec moi, Madame Hélène, maintenant !» La gouvernante la conduisit rapidement par un couloir latéral, loin du flux principal des invités. Elles entrèrent dans une petite salle de surveillance où se trouvaient les écrans de sécurité de la demeure. « Il n'y a aucune fuite », dit Zélie, désignant un panneau où elle avait activé manuellement l'alarme. « Mais il fallait interrompre cette réunion. »« Pourquoi ?» demanda Hélène, stupéfaite. « Parce que j'ai entendu votre père dire à l'homme d'affaires chinois qu'une fois l'accord signé, il pourrait résoudre le problème des terres occupées de la manière la plus efficace. Et le Chinois a répondu qu'en Chine, il n'aurait pas tant de bureaucratie pour enlever les obstacles. » Hélène comprit immédiatement la gravité. Il parlait de déplacer des communautés entières par la force. Zélie acquiesça, ses yeux révélant des années de secrets dont elle avait été témoin en silence. « Votre père n'est pas un homme mauvais, Madame Hélène, mais le pouvoir l'a changé au fil des ans. Maintenant, il pense qu'il est au-dessus de tout et de tous. Pourquoi m'aidez-vous, Zélie ?» La gouvernante sourit tristement. « Parce que quelqu'un doit faire ce qui est juste, et parce que je vous ai vu grandir, avec un cœur juste, tout comme votre mère. » La mention de sa mère, décédée il y a plus de 15 ans, toucha profondément Hélène. Zélie avait été la seule figure maternelle constante dans sa vie après cette perte. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Hélène. « Maintenant, nous retournons au salon comme si rien ne s'était passé. Les techniciens annonceront bientôt que c'était une fausse alerte. Mais vous devez agir vite. L'accord sera signé dans 3 jours, lors de l'événement de célébration des 40 ans de Dubois Agroalimentaire. » Le bureau d'André Laurent, situé à un étage inférieur du siège de Dubois Agroalimentaire, était petit et fonctionnel. Des cartes de la région d'Occitanie couvraient un mur entier, avec des marques colorées indiquant les zones de culture, les réserves légales et les zones contestées. Hélène observa attentivement les détails tandis qu'André fermait soigneusement la porte. « Nous devons être rapides, » dit-il, vérifiant qu'il n'y avait personne aux alentours. « Les caméras du couloir ont un angle mort de 3 minutes pendant la sauvegarde automatique du système. Cela arrive tous les jours à 17h15. Combien de temps avons-nous » André consulta sa montre. 2 minutes et 17 secondes.
Il accéda rapidement à un coffre-fort déguisé en simple classeur et en retira un dossier. « Voici les documents originaux de l'étude d'impact environnemental de la zone Hérault-Tenor. Et ceux-ci, continua-t-il, prenant un autre dossier, sont les documents modifiés qui ont été présentés aux organismes de réglementation. » Hélène compara rapidement les cartes. Les différences étaient subtiles, mais significatives. Des zones de préservation permanente avaient été réduites, des cours d'eau secondaires éliminés, et une région marquée comme zone d'occupation traditionnelle non cataloguée avait simplement disparu dans la version officielle. Ma sœur, a-t-elle vu ces documents? Seulement la version finale, déjà modifiée. Madame Louise fait beaucoup confiance au directeur juridique. Elle signe ce qu'il recommande. Hélène photographia discrètement les 2 documents avec son téléphone portable. 30 secondes, alerta André. Y a-t-il d'autres preuves que nous pourrions utiliser? Oui. J'ai découvert des emails entre votre père et le secrétaire à l'environnement de l'Hérault discutant de la manière d'accélérer le processus d'octroi de licence. Il y a aussi des enregistrements de transferts suspects vers une société de conseil environnemental qui a signé les rapports techniques. Le bruit de pas dans le couloir les alerta tous les 2. André rangea rapidement les documents dans le coffre-fort, tandis qu'Hélène fit semblant d'analyser les cartes au mur. La porte s'ouvrit et René Valois, le directeur juridique, entra avec une expression méfiante. « Hélène, je ne savais pas que vous étiez à l'entreprise aujourd'hui. »« René, ça fait longtemps, » répondit-elle avec un sourire forcé. « Je suis venu en apprendre davantage sur le projet Occitanie. André m'explique gentiment les détails. » René, un homme d'âge moyen aux yeux calculateurs, analysa la situation. « Intéressant. Je ne savais pas que vous vous intéressiez maintenant aux affaires de la famille. »« 5 ans à Londres m'ont fait valoriser davantage mes racines, » répondit Hélène avec une ironie subtile. « Eh bien, dans ce cas, je peux moi-même vous présenter le projet complet. J'ai tous les documents officiels dans mon bureau. Je vous remercie, mais André m'aide déjà. Je ne veux pas vous prendre votre temps précieux. » René regarda André avec suspicion. « Laurent, nous devons revoir les documents de l'audience publique. Passez à mon bureau dans 10 minutes. » Quand René sortit, André soupira de soulagement. Il se méfie de quelque chose, j'en suis presque certain. « Nous devons être plus prudents, » acquiesça Hélène. « Raphaël m'a dit que vous l'aviez contacté. Comment vous êtes-vous rencontrés? » À la faculté de droit. J'ai toujours admiré son travail sur les causes environnementales et autochtones. André hésita. Quand j'ai accepté ce poste, je croyais que je pouvais faire la différence de l'intérieur. Mais j'ai vite réalisé que Dubois opérait avec ses propres règles. Et pourquoi continuez-vous ici? Pour la même raison que vous êtes revenu en France, j'imagine. Certaines choses doivent être corrigées, pas ignorées. Hélène ressentit une connexion immédiate avec le jeune avocat. Que savez-vous d'autre sur l'accord avec les Chinois? Je sais qu'il implique des zones en litige judiciaire. L'entreprise accélère le processus pour obtenir la possession définitive avant que des enquêtes plus approfondies ne commencent. Et ma sœur? Madame Louise est dans une position compliquée. Elle essaie de mettre en œuvre des pratiques plus éthiques, mais votre père et la vieille garde du conseil d'administration résistent. Elle ne sait pas tout. Hélène acquiesça, pensive. Nous devons l'informer. Louise n'est pas comme mon père. Elle peut faire ce qui est juste si elle connaît la vérité. Le lendemain matin, Hélène conduisait sa voiture de location sur le quai du Rhône lorsqu'elle remarqua un véhicule sombre la suivant avec insistance. Elle changea de voie plusieurs fois, confirmant ses soupçons. Elle était suivie. Le cœur battant, elle appela Raphaël. « Je crois que je suis suivie. Une voiture noire, vitres teintées. Ne rentre pas chez toi ni dans aucun endroit associé à moi ou à André, » répondit Raphaël tendu. « Va dans un lieu public très fréquenté. » Hélène redirigea la voiture vers le centre commercial Confluence. Elle se gara et entra rapidement dans le centre commercial bondé. D'un café au premier étage, elle observa l'homme qui la suivait, un type costaud à l'allure de garde du corps privé, circuler à l'entrée, la cherchant. Son téléphone vibra avec un message de Raphaël. « Attends 30 minutes et sors par une autre entrée. Je t'attendrai sur l'avenue Jean Jaurès. » Pendant qu'elle attendait, Hélène reçut un appel de Louise. « Où es-tu, papa ?» est furieux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Quelqu'un a divulgué des informations sur le projet Occitanie à un blog environnemental. Des documents internes, Hélène.
Papa pense que c'était toi. Et toi, qu'en penses-tu? Un bref silence. Je ne sais plus quoi penser, mais si c'était toi, fais attention, papa a déjà alerté le directeur de la sécurité. Les documents qui ont fuité sont-ils vrais, Louise? Un autre silence. Partiellement. Il y a des incohérences que j'essaie de comprendre. Des incohérences ou des mensonges délibérés? Hélène, ce n'est pas si simple. C'est plus simple qu'il n'y paraît, Louise. Soit nous sommes du bon côté de l'histoire, soit nous sommes complices. Elle raccrocha avant que sa sœur ne puisse répondre. 30 minutes plus tard, comme convenu, Hélène sortit par une entrée secondaire du centre commercial. La voiture de Raphaël l'attendait. Elle monta rapidement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, accélérant dès qu'elle eut fermé la porte. Hélène expliqua la fuite et la réaction de son père. « Ce n'est pas toi qui as divulgué ?»« Non. J'aurais dû être plus prudente avec les photos que j'ai prises, mais je ne les ai partagées avec personne d'autre que toi. André, peut-être. Possible, mais trop risqué pour lui. Il doit y avoir une autre source. » Raphaël conduisait en direction du quartier de Vèze. « Allons dans un endroit sûr. Un ami journaliste a un appartement qu'il utilise comme rédaction alternative. Nous pouvons y rester pour l'instant. » Dans le petit appartement rempli de livres et d'équipements photographiques, Hélène se sentit enfin suffisamment en sécurité pour vérifier à nouveau son téléphone portable. Il y avait 3 appels manqués de son père, 2 de Louise et un message texte de Madame Zélie. « Votre chambre a été fouillée. Documents emportés. Attention. » « Mon père est vraiment effrayé par cette fuite, » commenta Hélène. « Il doit y avoir plus de choses dans ces documents que nous ne l'imaginons. » « Ou il craint que ce ne soit que le début, » suggéra Raphaël. « Si quelqu'un dans l'entreprise est prêt à divulguer des informations, qui sait ce qui pourrait encore être révélé ?» André arriva 1 heure plus tard, visiblement nerveux. C'est le chaos dans l'entreprise. Des licenciements, des interrogatoires, des menaces voilées. René Valois mène une chasse aux sorcières avec la bénédiction de votre père. « Et Louise ?» demanda Hélène. Elle essaie de calmer les esprits, mais avec peu de succès. Le problème est que la fuite a confirmé ce que beaucoup soupçonnèrent déjà. Dubois a falsifié des documents pour obtenir des permis environnementaux. « Que se passe-t-il maintenant ?» interrogea Raphaël. « L'entreprise accélère la signature de l'accord avec les Chinois. Elle a été avancée à demain lors d'une cérémonie privée et non plus lors de l'événement public comme prévu. » Hélène ressentit une urgence croissante. Si cet accord est signé, il sera beaucoup plus difficile de réparer les dégâts. Nous devons l'empêcher. « Comment ?» demanda André. « Charles Dubois bénéficie d'une protection politique, judiciaire, économique. Il est pratiquement intouchable. »« Personne n'est intouchable, » répondit Hélène. « Tout le monde a un point faible, et celui de mon père a toujours été son image publique. Il peut agir en coulisses, mais sa réputation est sacrée. »« Je pense à quelque chose, » dit Raphaël, marchant dans l'appartement. L'événement de célébration des 40 ans de l'entreprise est toujours prévu pour après-demain, n'est-ce pas? Ce sera un grand événement, avec la presse, les politiciens, les hommes d'affaires. Oui, une démonstration de pouvoir typique des Dubois, confirma Hélène. Et si nous utilisions cette scène pour exposer la vérité? Une fuite publique, en direct, impossible à contrôler ou à nier. L'idée était audacieuse, presque téméraire. Mais elle avait du sens. Nous aurions besoin de preuves irréfutables, considéra André. Des documents, des enregistrements, des témoins. Et nous devrions nous assurer que Louise soit informée à l'avance, ajouta Hélène. Elle doit être prête à prendre le contrôle de la situation lorsque tout sera révélé. Les 3 passèrent les heures suivantes à élaborer un plan. André collecterait davantage de documents compromettants. Raphaël utiliserait ses contacts au ministère public pour obtenir des confirmations officielles d'irrégularité. Et Hélène tenterait de convaincre Louise de se ranger du bon côté de l'histoire. Il était déjà plus de minuit quand Hélène reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô ?»« Hélène, c'est Juliette, l'employée des Prados. » La voix de la femme était tendue, presque chuchotante. « Il s'est passé quelque chose ? Vanessa a découvert que Raphaël était avec vous. Elle est furieuse. J'ai entendu une conversation. Elle a appelé son père. Elle a mentionné votre appartement, a dit qu'elle enverrait quelqu'un pour faire peur et récupérer des documents. » L'estomac d'Hélène se noua. « Quand ? » « Maintenant. Ils sont déjà partis. »
Hélène remercia et raccrocha, informant immédiatement les autres. « Mon appartement est vide, mais j'y ai des documents rangés, dit-elle, inquiète, y compris des notes sur le dossier Occitanie. Nous devons y aller, décida Raphaël. S'ils trouvent ces notes, ils sauront exactement ce que nous savons et qui est impliqué. Le trajet jusqu'à l'appartement d'Hélène, dans le quartier de la Croix-Rousse, fut tendu et silencieux. Quand ils arrivèrent, ils virent des lumières de torches se déplaçant à l'intérieur de l'immeuble. « Nous sommes arrivés trop tard, » murmura Raphaël. « Ils sont déjà là. » Hélène appela immédiatement la police, signalant une intrusion. Quelques minutes plus tard, des voitures de police arrivèrent, sirènes éteintes comme demandé. Les intrus, 2 hommes, à l'allure de garde du corps privé, furent arrêtés à l'intérieur de l'appartement. Quand ils purent enfin entrer, Hélène constata les dégâts. Tiroirs fouillés, documents éparpillés, meubles endommagés. Au centre de la table à manger, un mot manuscrit « Dernière chance ». Reculez. Le message est clair, commenta Raphaël, examinant le mot. Ils sont effrayés. Hélène observa le chaos autour d'elle, sentant une détermination croissante. Bien, les gens effrayés commettent des erreurs. Pendant que la police menait la procédure standard, Hélène reçut un message de Louise. « Nous devons parler. Juste nous deux. Demain 10h au parc de la Tête d'Or, viens seule. Ma sœur veut me rencontrer demain, dit Hélène aux autres lorsque la police fut finalement partie. Je crois qu'elle commence à remettre en question son camp. Ça pourrait être un piège, alerta André. Pas de la part de Louise, répondit Hélène avec conviction. Je connais ma sœur. Derrière la présidente d'entreprise, il y a toujours la fille qui a pleuré en découvrant que notre père avait défriché une zone pour construire notre maison de campagne. Et si elle était surveillée ? Demanda Raphaël. C'est un risque que je dois prendre. Louise est la clé de tout cela. Si elle se range de notre côté, nous aurons une chance de changer les choses de l'intérieur. Le parc de la Tête d'Or affichait son vert vibrant sous le soleil du matin. Hélène arriva en avance, choisissant un banc près du lac, un endroit qu'elle fréquentait avec Louise quand elles étaient adolescentes. Elle observa les coureurs, les familles avec enfants, la normalité d'une vie qui semblait si éloignée de la tension des derniers jours. Louise arriva ponctuellement à 10h. Elle portait un tailleur discret, les cheveux attachés en un chignon strict, l'image parfaite de l'exécutive à succès. Mais ses yeux révélaient des nuits sans sommeil et un conflit interne qu'Hélène connaissait bien. « Tu vas bien ?» demanda Hélène quand sa sœur s'assit à ses côtés. « Définis bien », répondit Louise avec un sourire amer. « Mon entreprise est sous enquête, mon père est inaccessible, et ma sœur est soupçonnée de divulguer des documents confidentiels. Tout va pour le mieux. Ce n'est pas moi qui ai divulgué les documents. Louise, je sais. » Louise soupira profondément. « En fait, j'ai une théorie sur qui pourrait avoir été. »« Qui ?»« René Valois. » Hélène fronça les sourcils, confuse. « Le directeur juridique ? Mais c'est le bras droit de papa. »« Exactement. Et j'ai récemment découvert qu'il négocie en parallèle avec les Chinois. Je pense qu'il prévoit de quitter l'entreprise dès que l'accord sera conclu, emportant une commission substantielle qui devrait aller dans les caisses de Dubois. Et la fuite serait, quoi, une diversion ou une pression pour accélérer l'accord. Plus il y a de scandales, plus papa est désespéré de conclure l'affaire rapidement. » Hélène absorba l'information, reliant les points. « Tu as confronté papa à ce sujet ?»« J'ai essayé. Il a dit que j'exagérais, que René était loyal. » Louise marqua une pause, regardant directement sa sœur. « Mais ensuite, j'ai commencé à remettre en question d'autres choses. J'ai revu personnellement les documents d'Occitanie. J'ai trouvé les incohérences. Et j'ai réalisé que mon nom figure sur des documents que je n'ai jamais lus entièrement. » La voix de Louise trembla légèrement. « J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, Hélène. J'ai permis que cela arrive. » Hélène sentit une vague de compassion pour sa sœur. « Tu as été manipulée. »« Non, j'ai été commode, » corrigea Louise avec dureté. « J'étais tellement occupée à essayer de prouver ma valeur en tant que présidente que je n'ai pas assez questionné. J'ai signé ce qu'on m'a donné. J'ai cru ce qu'on m'a dit. J'ai été exactement le type de leader que papa voulait, une qui maintient les apparences pendant qu'il tire les ficelles. Il n'est jamais trop tard pour changer cela. L'accord avec les Chinois sera signé cet après-midi lors d'une cérémonie privée.
Une fois concrétisées, les zones en litige dans l'Hérault seront immédiatement développées. Des communautés seront déplacées, des habitats seront détruits, tout cela officiellement légal grâce aux documents qui portent ma signature. Hélène hésita avant de demander « Que comptes-tu faire » Louise regarda le lac pendant un long moment. « Ce que j'aurais dû faire depuis le début, prendre le contrôle réel de l'entreprise, pas seulement le titre. » Comment ? D'abord, nous devons empêcher la signature de l'accord aujourd'hui. Ensuite, lors de l'événement de demain, je ferai une annonce qui changera le cours de Dubois pour toujours. Hélène ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Papa n'acceptera pas facilement. Je ne demande pas la permission, répondit Louise, avec une détermination qui rappela à Hélène la fille idéaliste que sa sœur avait été un jour. J'ai déjà alerté notre département de conformité pour un audit complet, et j'ai engagé un cabinet de conseil externe spécialisé en gouvernance d'entreprise. C'est courageux. C'est nécessaire, et ce n'est que le début. Louise prit la main de sa sœur. J'ai besoin de ton aide, Hélène. Je ne peux pas faire ça seule. Les sœurs Dubois s'embrassèrent, scellant une alliance qui transcendait des années de distanciation et de rancœur silencieuse. En se séparant, Louise tendit à Hélène une clé USB. Toutes les preuves que j'ai collectées sont ici, documents modifiés, emails compromettants, registres de paiement suspects. Utilisez-les comme bon vous semble. En es-tu sûr? Absolument. Il est temps de nettoyer le nom Dubois, même si cela signifie salir temporairement notre réputation. Quand elles se dirent au revoir, Hélène sentit que pour la première fois depuis des années, elle était vraiment reconnectée avec sa sœur. Quelques heures plus tard, dans l'appartement servant de quartier général, Hélène, Raphaël et André analysèrent les documents fournis par Louise. « C'est plus que suffisant », commenta Raphaël impressionné. « Ta sœur a vraiment mené une enquête complète. » « Elle a toujours été méticuleuse, » répondit Hélène avec un sourire fier. « Quand Louise décide de faire quelque chose, elle le fait bien. » « Mais comment empêchons-nous la signature de l'accord aujourd'hui » demanda André, inquiet. « La cérémonie sera privée, dans un lieu non divulgué. »« Nous n'avons pas besoin d'empêcher physiquement, » expliqua Hélène. « Nous devons simplement nous assurer que les Chinois reçoivent ces informations avant de signer. Aucun investisseur sérieux ne risquerait de s'associer à un projet avec autant d'irrégularités documentées. « J'ai un contact à l'ambassade de Chine, » proposa Raphaël. « Je peux garantir que ces documents parviendront aux bonnes mains dans les prochaines heures. » Pendant que Raphaël passait les appels nécessaires, Hélène reçut un message de Madame Zélie. « Votre père sait que vous avez rencontré Louise. Il est furieux. Attention !» L'avertissement était clair. Charles Dubois perdait le contrôle de la situation et par conséquent devenait plus dangereux. Au crépuscule, ils reçurent la confirmation. La délégation chinoise avait annulé la cérémonie de signature, citant de nouvelles informations nécessitant une analyse plus approfondie. La première bataille était gagnée. « Que se passe-t-il maintenant » demanda André. « Maintenant, nous préparons le terrain pour demain » répondit Hélène. « L'événement de célébration des 40 ans de Dubois sera la scène parfaite pour que Louise prenne véritablement le contrôle. » Le lendemain matin, l'hôtel Intercontinental Lyon, Hôtel Dieu, était décoré aux couleurs et logos de Dubois Agroalimentaire. Des bannières mettaient en avant les 40 ans d'excellence et de durabilité, tandis que des écrans géants affichaient des images de l'évolution de l'entreprise au fil des décennies. La crème du monde des affaires, des politiciens influents et la presse nationale et internationale circulaient dans le salon principal. Hélène observait tout d'un coin discret, essayant de localiser son père et Louise. Finalement, elle aperçut Charles discutant tendrement avec René Valois dans un coin éloigné. L'expression normalement confiante du patriarche avait été remplacée par un masque d'inquiétude. « Votre père semble ébranlé », commenta Raphaël, qui venait de rejoindre Hélène. « Il déteste perdre le contrôle, et ces dernières 48 heures, il a beaucoup perdu. Louise est prête ? Je viens de recevoir un message d'elle. Elle est dans une pièce juste à côté, se préparant pour le discours. » L'événement suivit son programme. Vidéos institutionnelles, discours de partenaires commerciaux, hommage aux anciens employés. La tension montait à mesure qu'approchait le moment du discours principal, traditionnellement prononcé par le fondateur, Charles Dubois. Lorsque le maître de cérémonie annonça « Et maintenant, avec grand honneur,
Nous accueillons le fondateur et président du conseil d'administration de Dubois Agroalimentaire, M. Charles Dubois. Tous les regards se tournèrent vers la scène. Charles monta avec son charisme habituel, bien qu'Hélène pût noter des signes subtils de stress sur son visage. Il commença à parler de l'histoire de l'entreprise, des défis surmontés, de la vision d'avenir. Mais avant qu'il ne puisse entrer dans les détails du prometteur accord avec des investisseurs internationaux, il fut interrompu. Louise monta sur scène, élégante et déterminée. Sans demander la permission, elle s'approcha du microphone. « Merci, papa, pour cette introduction. En tant que présidente exécutive de Dubois Agroalimentaire, j'ai une annonce importante à faire. » Le regard échangé entre père et fille contenait des années d'histoire non racontées, de batailles silencieuses, de pouvoirs en dispute. Charles tenta de reprendre le contrôle, mais Louise continua. « Ces derniers jours, nous avons découvert des irrégularités dans certains de nos processus, spécifiquement liés au projet d'expansion en Occitanie. » Un murmure parcourut la salle. Les journalistes commencèrent immédiatement à prendre des notes. En tant que dirigeante de cette entreprise, j'assume l'entière responsabilité de ces défaillances. À partir d'aujourd'hui, nous annulons l'accord avec nos partenaires chinois jusqu'à ce qu'un audit complet soit réalisé. Charles tenta d'intervenir, mais Louise leva la main, le faisant taire d'un geste ferme. De plus, j'annonce la démission immédiate de René Valois, notre directeur juridique, en raison de comportements incompatibles avec les valeurs que nous défendons. Au fond de la salle, Hélène vit René se lever brusquement et partir, suivi par des agents de sécurité de l'événement. Dubois s'engage pour la transparence et l'éthique. C'est pourquoi nous avons engagé un cabinet de conseil externe pour réviser tous nos processus d'octroi de licence et mettre en œuvre de nouvelles politiques de gouvernance. Louise regarda alors directement son père. J'annonce également la restructuration de notre conseil d'administration. Mon père, Charles Dubois, après des décennies de dévouement, assumera une position honorifique, se retirant des opérations quotidiennes. Le visage de Charles se durcit, mais étonnamment, il garda son sang-froid. Devant les caméras et l'élite des affaires du pays, il ne pouvait pas montrer le coup qu'il venait de subir. Enfin, continua Louise, j'ai le plaisir d'annoncer que ma sœur, Hélène Dubois, reviendra dans l'entreprise en tant que directrice de la responsabilité socio-environnementale, dirigeant nos efforts pour réparer les dommages causés et établir de nouvelles normes éthiques pour le secteur. Hélène, qui n'avait pas été informée de cette partie du plan, se sentit momentanément paralysée. Raphaël lui serra la main en signe de soutien et elle lui rendit le geste, reconnaissante de sa présence. Le discours de Louise se termina par des applaudissements hésitants, suivi par une frénésie de journalistes cherchant plus d'informations. L'événement, prévu comme une célébration triomphale, se transforma en un jalon historique d'un autre type. Le jour où le véritable visage de Dubois commença à changer. Dans les jours qui suivirent, les médias exploitèrent intensément l'affaire. Dubois perdit temporairement de la valeur boursière, mais la transparence de la nouvelle direction rétablit progressivement la confiance des investisseurs. Louise émergea comme un exemple de leadership éthique dans le monde de l'entreprise, tandis que Charles Dubois se retira dans sa ferme à la campagne, loin des projecteurs. Hélène, après avoir hésité initialement, accepta le défi proposé par sa sœur. En tant que directrice socio-environnementale, elle dirigea des projets de compensation pour les communautés affectées par les opérations de l'entreprise au fil des ans et mit en œuvre des politiques véritablement durables. André Laurent fut promu directeur juridique adjoint, avec pour mission de reconstruire le département sur la base de principes éthiques solides. Quant à Raphaël, il mit fin à ses fiançailles avec Vanessa Prado, qui réagit par un scandale public qui ne fit que confirmer son vrai caractère. Il continua son travail au ministère public, se concentrant désormais sur la création de mécanismes plus efficaces pour surveiller les grandes entreprises. La relation entre Hélène et Raphaël, renaissant au milieu de la crise, évolua progressivement. Tous deux convinrent de laisser du temps au temps, reconnaissant qu'ils avaient changé pendant les années de séparation et devaient se redécouvrir mutuellement. 3 mois après l'événement qui transforma Dubois, Hélène visita la demeure familiale pour dîner avec Louise. La maison semblait différente, plus légère, moins oppressive. Dans le jardin, elle trouva Madame Zélie s'occupant des fleurs. « Madame Hélène, quel plaisir de vous voir !»
salua la gouvernante avec son sourire serein. Les choses ont changé ici, n'est-ce pas? Grâce à vous en grande partie, répondit Hélène serrant la dame dans ses bras. Sans votre courage, nous n'aurions peut-être jamais découvert la vérité à temps. J'ai juste fait ce que toute personne décente ferait. Zélie contempla le jardin. Vous savez, j'ai travaillé dans cette maison pendant près de 40 ans. J'ai vu votre père construire un empire. J'ai vu votre mère partir. Je vous ai vu, vous et Madame Louise, grandir. J'ai toujours été une observatrice silencieuse. Pas si silencieuse, finalement. Zélie sourit. Parfois, le silence ne suffit plus. Parfois, il faut agir. Hélène observa la demeure du bois au coucher du soleil. Les mêmes murs, le même jardin, mais maintenant, habité par une vérité qui était restée cachée trop longtemps. « Qu'est-ce qui vient maintenant ?» demanda la gouvernante. « La reconstruction, » répondit Hélène, « de notre entreprise, de notre famille, de notre nom, pierre par pierre, cette fois avec une fondation solide. » Cette nuit-là, en dînant avec Louise sur la véranda, sous les étoiles de Lyon, Hélène ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce n'était pas la fin du voyage. En fait, ce n'était que le début d'une nouvelle étape peut-être encore plus difficile que la précédente. Mais maintenant, elles avaient quelque chose qui leur avait manqué longtemps, l'authenticité. L'empire des apparences s'était effondré, et à sa place, quelque chose de genuin commençait à fleurir. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Hélène et Louise Dubois a touché vos cœurs. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici en cliquant à votre gauche. Si vous avez aimé ce récit de rédemption et de courage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce bleu à la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie d'entreprise française et les dilemmes moraux auxquels nous sommes confrontés. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous sommes impatients de lire vos commentaires.